Nous avons comme invité Monsieur Gézer, auteur, illustrateur et dessinateur de bande dessinée. Salut Pat. Alors je ne sais pas du tout combien de personnes sont en train de nous regarder. Pour l'instant, il y a 0 personne qui nous regarde, mais c'est pas bien grave parce qu'en fait, on va enregistrer tout ça et ce sera ensuite envoyé sur YouTube. Voilà. Ok, Donc ça on, on- marche. on va parler ensemble. Euh, je peux diffuser ce que tu me montres. Et bah c'est toi qui choisis, c'est toi le patron là-dessus. Ok, bah, je diffuse un petit peu. Voilà. Donc vous allez voir notre cher ami Gézer. Je vais mettre quelques liens te concernant Ouais. dans le. Qu'est-ce que tu voudrais que je partage, par exemple, Bah les BD déjà, ça peut être une bonne idée. Des démonistes, c'est vrai que c'est mon dernier travail. D'accord, Chez les éditions Dracou, qui est une succursale de Bambou Édition. Donc Dracou qui est supervisé par Christophe Arleston, donc le scénariste qui a fait l'Enfeust, entre autres, les Trolls de Troyes. d'accord. C'est pas un petit, donc c'est lui qui gère cette collection. Il a bien voulu de moi, donc je suis plutôt bien content. Et il m'a fait travailler avec Olivier Gay, qui est un romancier à la base, euh, et qui s'est mis au scénario de BD. Et donc, D'accord. on a fait nos armes ensemble là, sur Démoniste. Et c'est plutôt un duo qui marche super bien, enfin un trio qui marche super bien, parce qu'il y a bien sûr JB qui est notre coloriste. Et D'accord. donc, on fait je trouve, une équipe plutôt sympathique. Et donc, le tome 1 de Démoniste est sorti en février dernier. Et là, le 2 va sortir le 12 janvier prochain. D'accord. Donc très très prochainement. Tout est dans les rails là, D'accord. à ce niveau-là. Donc c'est plutôt cool. J'ai bien hâte. Et surtout, c'est que ça clôt le cycle en fait. Donc c'est une histoire complète en 2 albums. Et donc bah, c'est plutôt cool d'avoir une petite fin là déjà. Et ça fait un cycle complet. Donc voilà. C'est plutôt intéressant. Et donc, depuis quelques mois, quelques semaines, j'ai l'honneur de travailler avec toi. Ouais, non, l'honneur est pour moi, Euh, bien sûr. oh, non, je ne peux pas te Bah laisser dire autrement, ça. si, l'honneur est pour moi. Je quitte le stream autrement. Non, non, bah, quitte pas Bon, bah, bah, donc si, l'honneur est pour toi. si tu veux. Donc, en fait, comment je travaille actuellement en fait avec Gézer, c'est tout simplement, on va faire quelques planches de BD qu'on va disséminer petit à petit dans les différents scénarios qui vont sortir pour ceux qui ont acheté le kit. Donc ces planches de BD vont raconter un petit peu l'histoire d'un archidiacre que vous avez croisé dans le kit d'Imperium. Bonjour Ectélion. Donc, alors ne sois pas perturbé, j'essaye de faire comment dire, de pouvoir comment dire, répondre au chat. Voilà. Ah, mais Donc de de toute temps en façon, temps, voilà. pas de souci, j'ai déjà vu tes vidéos là-dessus, donc y a pas de. D'accord. Je sais comment tu fonctionnes. Parfait. On va attendre un petit peu. Enfin, quoi qu'il est déjà 21h22. Nous sommes quatre. Donc là, aujourd'hui, en fait, c'est un live sur les règles. On va découper ça en plusieurs petites sections. Je vais vous montrer un petit peu le programme. Euh, Programme que j'ai déjà partagé en fait sur les différents réseaux sociaux, mais que je vais rappeler pour pouvoir le chapitrer tranquillement.
Et puis comme ça, en fait, Geyser sera aussi au courant. Impeccable. Voilà. Donc, au niveau du chapitrage, donc, je vais le partager sur le screen, c'est-à-dire ici. On va zoomer un petit peu, et après je remettrai évidemment Geyser, parce qu'il n'y a aucun intérêt de laisser le chapitrage. Donc, au niveau des règles, en fait, on va les suivre de bout en bout. Elles vont nous permettre en fait d'échanger sur un petit peu sur la mécanique. Faudra pas hésiter à poser des questions, donc soit directement dans ce live, soit sur le Discord, ou même sur les chaînes, sur la chaîne YouTube, quand cette vidéo en fait sera montée et mise sur la chaîne YouTube. Donc en fait, on va voir les basiques. Donc aujourd'hui, on va plutôt se concentrer sur les basiques. Ensuite, on a ce que j'appelle en fait l'extension 1 de règles, qui permet de rajouter des éléments qui ne sont pas vraiment optionnels, mais qui sont peut-être un petit peu plus complexes à comprendre, donc on va les aborder dans un deuxième temps. Puis ce que j'appelle l'extension 2 qui, pareil, en fait, c'est un enrichissement des règles qui ne sont pas nécessairement beaucoup plus compliquées, mais c'est pareil, c'est-à-dire en fait on y va step by step. Et ensuite, nous allons avoir en fait différentes options qui vous sont proposées dans les règles actuellement, et qui potentiellement en fait pourront soit disparaître, soit rester, mais en option, toujours en option. Donc en fait, les différentes options, il y a 4 groupes d'options potentiellement. Donc certaines des options pourront devenir des règles du cœur du système. Voilà. Donc, parmi les gens qui sont dans le chat, est-ce que vous avez, certains d'entre vous ont-ils déjà lu le système, la mécanique, ou pour l'instant vous êtes plutôt concentré sur les règles? Et je remets Geyser en pleine page. En attendant que les gens répondent un petit peu sur le chat, on va petit à petit commencer. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, on est sur une mécanique plutôt classique qui se base sur des déduites. Cette mécanique, c'est lu de ton côté. D'accord, très bien. Donc cette mécanique, en fait, elle est plutôt simple. Enfin, je considère qu'elle est plutôt simple, puisque en fait, on se base sur des déduites. Ces déduites vont former un pool de dés. Et ce pool de dés est déterminé en fait par ce qu'on appelle les âmes. Donc je vais vous montrer une feuille de personnage. On va prendre la feuille de personnage de Calista et on va zoomer un petit peu. Voilà. Donc là, nous avons la feuille de personnage de Calista et nous avons le bloc d'âme qui est exposé directement ici. Alors, qu'est-ce que c'est que les âmes dans Imperium? Les âmes dans Imperium, en fait, ce sont, pour simplifier, ce sont des caractéristiques d'intention. C'est-à-dire qu'en fait, au moment où un joueur ou une joueuse veut résoudre une situation, la question qu'il faut se poser, c'est quelle est l'intention sous-tendue derrière cette action. C'est-à-dire, est-ce qu'elle veut faire du mal? Est-ce qu'elle veut entourlouper la personne? Est-ce qu'elle souhaite apprendre plus d'informations? Voilà. Donc en fait, l'objectif du joueur et du meneur, c'est d'essayer de comprendre en fait qu'est-ce qui est sous-tendu sous l'action qui est entreprise par la joueuse ou le joueur.
Ça permet en fait ça permet au meneur et à la joueuse ou au joueur en fait de déterminer en fait quelle est l'âme qui va lui donner son pool de dés. Donc très simplement, si je souhaite entourlouper quelqu'un et que je fais une description extrêmement détaillée parce que je vais utiliser le verre de vin que je vais renverser sur la cravate de la personne qui se trouve à côté de Mireille que je souhaiterais entourlouper. Et par ce biais-là, en fait, détourner un petit peu son attention pour ensuite me rapprocher d'elle et lui demander si tout va bien. Potentiellement, le meneur peut me dire, bah en fait, ça m'a l'air extrêmement créatif comme description, donc je vais te proposer créativité. Ou bien, bah en fait, c'est une action plutôt de simulacre. Tu vas faire semblant que il se passe quelque chose. À partir de là, en fait, le joueur choisit l'une des âmes que le meneur a proposées. Et donc, dans le cas qui nous intéresse, en fait, Calista va utiliser plutôt créativité. Donc, créativité, elle possède créativité à 4. Donc, elle va prendre 4 dés. Auquel, automatiquement, elle va rajouter un dé d'entropie. Donc, je vous montre un petit peu la table. Donc là, j'ai mes 4 dés et j'ai mon dé d'entropie. À partir de ce moment-là, en fait, je vais pouvoir lancer les dés. Tout résultat qui est égal ou inférieur à 2 est une réussite. D'accord Et à partir de là, en fait, donc c'est ce qu'on appelle le seuil. Donc le seuil est à 2, par défaut dans Imperium. Je peux observer que j'ai obtenu 2 succès. Ils sont ici. Et ces 2 succès vont me permettre d'avoir la parole en tant que joueur. Donc Calista va pouvoir en fait décrire un petit peu ce qu'elle compte faire. En sachant que dès le premier succès, on considère que si on a affaire à un protagoniste mineur, l'action est réussie. Donc ça veut dire que le joueur peut tout à fait atteindre son objectif, et son objectif étant d'entourlouper notre cible, la chose est faite. Donc je vais utiliser un des succès pour dire, ben voilà, ça y est, je me suis rapproché d'elle. Elle est un petit peu confuse parce que la personne à côté d'elle a détourné son attention. Elle ne sait plus exactement à qui elle était en train de parler précédemment, et je prends la place de la personne et je continue la discussion en lui faisant croire que, ben, en fait, on avait un certain nombre d'accords. Voilà. Et comme j'ai obtenu un deuxième succès, c'est un deuxième temps de parole. C'est une unité de parole, une unité d'action supplémentaire, un temps de jeu supplémentaire que je vais pouvoir décrire. Et donc, à partir de ce moment-là, je vais, pourquoi pas, demander au meneur si je peux arriver assez simplement, avec mon deuxième succès, si je peux assez simplement, en fait, lui subtiliser ses clés de voiture, par exemple. Voilà. Donc, première action, premier succès, je valide mon hypothèse initiale, c'est-à-dire j'arrive à détourner son attention et à me rapprocher d'elle. Deuxième succès que je consomme, je récupère ses clés de voiture et je continue à discuter tranquillement avec elle. Voilà. Donc ça, ce sont véritablement les règles basiques. Et chaque succès, ce qu'il faut garder en tête, c'est que chaque succès est un temps de parole. Chaque succès, c'est une description supplémentaire qu'on peut rajouter pour dire, en fait, pour étendre l'action qu'on a entreprise. Est-ce que vous avez des questions? Jusqu'à là, je pense que c'est plutôt simple.
vais laisser le temps aux gens de répondre et je vais poser une question. Je vais revenir au dessin de Geyser. Vas-y, écris ta question. Est-ce que tu joues au jeu de rôle, Geyser? Évidemment. Évidemment. Évidemment, et avec grand plaisir, oui, c'est vraiment quelque chose que je fais depuis que je suis ado. J'ai arrêté pendant très longtemps, comme beaucoup d'entre nous, pour cause études, travail, début de carrière et tout ça. D'accord. Et puis éloignement du groupe initial de joueurs et des masters que j'avais. Et donc du coup, là, comme beaucoup, grâce au confinement, on a pu, enfin, le confinement a permis d'utiliser les outils informatiques là pour Let's Roll et tout ça, pour s'y replonger un petit peu. Et puis là, j'ai un groupe d'amis là ouais, je suis figuriniste aussi, donc je traîne sur Warmania, le forum de vieux figurinistes là, et du coup, j'ai quelques potes là-bas avec qui de temps en temps on essaye de faire des campagnes. Là, on a une campagne d'Yggdrasil qui est en cours, même si ça fait longtemps qu'on n'a pas continué. Et puis on va essayer de lancer une campagne de Dune là prochainement. Le D'accord. nouveau là qui est sorti il n'y a pas très longtemps, je Chez crois. Modiphius et Arkham Asylum, je crois. Ouais, mais C'est c'est il y a le pas même longtemps, ça système. Oui, oui, tout à fait. c'est une C'est très nouveauté là récent. Ouais. avec le film là, ouais. Et donc du coup, en plus, c'est un univers de ouf quoi. Donc c'est vrai que ça nous, on va essayer de faire ça. Donc Ok. c'est le jeu de rôle, oui. Et pour répondre plus simplement, oui, j'adore ça. Et puis rapidement, dans ma jeunesse, j'ai joué à du Star Wars, Shadowrun V2, enfin le Star Wars, les bouquins, les D6 là. Euh, D'accord. les Oui. D6, Shadowrun V2, et joué au Fading Sun, que j'adorais aussi, parce que je suis un grand fan de science-fiction, donc c'est mais pas forcément que de la hard SF. J'adore ce côté un peu mélangé, un peu chevalier avec des vaisseaux spatiaux et tout. Ça, je trouve ça génial. D'accord. Et donc, Falling Sun, ça m'avait énormément plu. On a énormément joué à Polaris aussi, qui est un jeu de rôle de ouf. Enfin, un univers de ouf aussi. Euh, Tout à donc, fait. tu connais bien, toi, celui-là? Je connais, j'ai fait quelques parties. Ouais. Ah, j'avais adoré, moi. Notre master était super en plus, donc c'est des très grands souvenirs de ces jeux-là, quoi. D'accord. Et puis j'en ai fait d'autres aussi, mais qui me sont un petit peu plus passés au-dessus de la tête, on va dire, quoi. D'accord. Alors, il y a Ectelion qui a eu le temps de nous poser une petite question. Alors, je vais répondre à ta place, hein, Geyser. Je pense que Ouais, bien sûr. voilà. Donc, la question, c'est à quel moment on considère que c'est exagéré s'il y a beaucoup de succès? Donc, effectivement, on part du principe dans Imperium que un joueur peut potentiellement générer 5 succès, voire même 6 succès, s'il utilise à son maximum la potentialité de son personnage. À partir de ce moment-là, en fait, il n'y a pas d'exagération. Tant qu'il reste dans l'objectif initial et qu'il étend cet objectif initial. Donc si dans mon exemple, je devais uniquement entourlouper la personne pour me rapprocher d'elle, mon objectif étant de baisser sa garde. Voilà. Donc j'ai atteint mon objectif et à partir de ce moment-là, en fait, je vais avec en respectant en fait ce postulat, je vais pouvoir voir avec le meneur si je peux lui récupérer par exemple ses clés, si je peux l'inviter à dîner pour obtenir plus d'informations. Et en tant que meneur, tu peux inviter le joueur à te poser un certain nombre de questions supplémentaires concernant cette personne, concernant ses affiliations, concernant ses comportements, concernant peut-être la sécurité qu'il y a autour d'elle, etc., etc. Donc, euh, c'est euh, c'est plus ou moins cadré. On va revenir un petit peu dessus. L'objectif, évidemment, c'est de canaliser le joueur en lui disant très clairement que, en fait, il est dans l'univers d'Imperium, que son action initiale avait un objectif
très spécifique et qu'à partir de là, il peut l'étendre un petit peu. Et évidemment, en fait, tout ce qui casse on va dire le rythme, l'ambiance, bah, automatiquement quasiment te redonne la main. D'accord? Donc, dans les différents exemples que tu as montrés, je vais les mettre en ligne pour la vidéo. Tu as dit, je veux dire, je continue la discussion, je lui pique ses clés, je lui dessine une barbe au feutre, je lui défais sa ceinture. Si vous partez sur un Imperium humour, pourquoi pas. Si vous suivez l'univers d'Imperium, évidemment, tu peux continuer la discussion, obtenir des informations. Chaque information supplémentaire que le meneur va te donner, c'est un succès qu'il va te consommer. Si tu lui piques ses clés, c'est un succès que tu consommes. Évidemment, si tu commences à lui dessiner une barbe au feutre, bah, à ce moment-là, tu préviens le joueur que ça dénature la narration et que bah, en fait, tu lui proposes plutôt que tu lui donnes des billes supplémentaires de toi-même. Et chaque bille que tu lui fournis, en fait, c'est un succès que tu consommes pour lui. Voilà. Donc véritablement, en fait, c'est de le guider et de travailler en concert avec le joueur. Donc, je sais parfaitement qu'il va y avoir des joueurs qui débordent ou qui prennent un petit peu plus de place. Et ben, il faut essayer de les limiter. Et pour ça, en fait, on peut se référer à une petite table qui se trouve ici et qui est une aide vraiment. Donc, on peut la voir, je vais zoomer dessus. Elle est dans le kit. Alors, cette aide, c'est véritablement, c'est-à-dire si vous êtes en confiance avec vos joueurs, avec la table et que tout se passe bien, etc., tout peut se passer au niveau de la narration. Les dés vont apporter de l'improvisation, des surprises. Et cette table-là, c'est un fallback, c'est-à-dire qu'en fait, si vous n'arrivez plus à savoir exactement comment consommer vos réussites, vous pouvez utiliser cette table-là. D'autre part, vous avez la possibilité de redonner la main à un autre joueur en lui donnant certaines de vos réussites pour qu'il ait, il ait, il ait plus de chances de lancer les dés et d'obtenir des succès. Alors, donc ce sont des succès qui ne concernent pas ton intention de départ. Ouais, c'est ça. Les succès que tu obtiens, ça concerne l'intention initiale. Voilà. Si je suis là pour hacker un système, je suis pas là pour potentiellement désarmer les gardes. Par contre, je peux obtenir comme information combien il y a de gardes. Je peux savoir si les gardes sont eux-mêmes reliés à un système de sécurité, etc., etc. Je peux étendre cette source d'information au-delà de ma recherche initiale. Par contre, je ne vais pas pouvoir tirer sur un gars tout en charmant, une personne qui est en train de passer dans la rue. Donc, si mon intention initiale était d'abattre le gars, voilà, j'essaye de canaliser les joueurs. Après, rien ne vous empêche sur une table avec qui vous êtes en confiance de la jouer à la James Bond en disant je tire sur le gars à droite, je défais la ceinture du mec à gauche et je souris à une jeune demoiselle qui est en train de passer. D'accord ? Et là, j'ai trois succès que je consomme. Hop. Alors, attends, je regarde 2 ou 3 petites choses. Alors, j'ai peur des arguments sans fin de la part de certains. Alors, tu auras toujours des arguments sans fin de la part de tes joueurs, en fait, que tu joues à Imperium ou que tu ne joues pas à Imperium. Nous, ce qu'on te propose, c'est de descendre petit à petit, comme ce qu'on pourrait appeler un waterfall ou un fallback. C'est-à-dire qu'en fait, si tu sens que ça va
ça va déraper, c'est-à-dire qu'ils vont interjecter énormément de choses. À ce moment-là, en fait, tu descends, tu décrémentes, tu dis, bah, ok, ton action initiale c'était ça. À partir de là, bah, en fait, voilà, je te propose, tu as consommé 2 ou 3 succès, il t'en reste 2. Ce que je te propose, c'est que, en fait, je reprends la main et je te donne des informations. Ou tu lui dis, bah, va sur la table et choisis 2 succès. Et tu as la main. C'est-à-dire, tu lui dis, bah, on arrête là. Par contre, tes 2 succès, ben, ils peuvent aller sur la table, et donc l'ensemble peut en profiter, parce que tu as créé une espèce de synergie. Tu te réfères à la table pour, entre guillemets, consommer tes succès, ou tu reprends complètement la main et tu lui dis, ben voilà, en fait, au final, ce que tu as appris en plus, c'est que la voiture semble, les clés de la voiture que tu as semblent en fait appartenir à un consortium de plusieurs sociétés qui appartiennent à l'alpha. Et là, tu lui refiles un indice. Voilà. D'accord? Donc, on est plus dans la méthodologie de masterisation et on met en place en fait un certain nombre de fallbacks pour contrôler un peu les joueurs qui sont extrêmes ou hors jeu. Voilà. Ce que je vais faire, c'est je vais poursuivre un petit peu au niveau de l'explication des règles. Je vais rajouter quelques petits éléments que nous utilisons dans le système du kit. Et puis ensuite, pareil, je vais vous laisser un petit peu reposer un petit peu vos questions. Donc, là, ce que vous pouvez voir, c'est que nous avons les âmes qui constituent véritablement le pool. Ce sont les âmes qui vont vous donner précisément le nombre de dés que vous allez pouvoir lancer. Donc, nous avons vu que dans un pool de dés, il pouvait y avoir, hop là, donc voilà, dans un pool de dés, on devait obligatoirement rajouter ce qu'on appelle un dé d'entropie. Donc ça, en fait, on verra juste après quel est le rôle du dé d'entropie. Une des mécaniques, c'est de se focaliser sur en fait ce qu'on appelle l'archétype du personnage. Cet archétype, on rentrera dans le détail plus tard, dans les futurs lives. Mais pour résumer, c'est ce que votre personnage sait faire. Voilà. Et donc, s'il est dans sa zone de confort, qu'il fait quelque chose qu'il sait faire, qui est dans son archétype, à ce moment-là, en fait, on considère qu'on va lui donner automatiquement un dé supplémentaire. Donc, je pars du principe que Kalista est une free rogue, et quelqu'un en fait qui a des capacités en combat, qui sait séduire, qui sait voler, qui sait assassiner, voilà. Donc c'est quelqu'un d'assez polyvalent. Et donc en essayant de séduire une personne, on peut tout à fait imaginer que Kalista, que son archétype Free Rogue lui permettrait d'avoir un dé supplémentaire. Donc, et ça c'est aux meneurs et aux joueurs de faire attention à ça. D'accord ? Donc je suis Kalista. Avant de lancer les dés, je dis à mon meneur, bah voilà, moi j'ai l'habitude d'arnaquer un peu les gens, de détourner l'attention, de discuter un petit peu et d'embrouiller un petit peu les gens. Donc je pars du principe que je vais me rajouter un dé. Voilà, c'est mon dé. Ce dé-là, celui que je mets à l'écart, c'est le dé qui me vient de mon archétype. Et donc, au lieu de partir avec mes 4 dés de mon âme, créativité ou simulacre, je vais partir en fait avec un 5e dé qui vient se rajouter, et c'est le dé d'archétype. Donc là, en fait, je compose et je précise un peu plus ma main. D'accord ? Donc, avec ces 5 dés, plus le dé d'entropie, bah, ça me donne un peu plus de capacité pour réussir, réussir mes actions. Donc, dans ce cas très particulier, bah, voilà, j'ai toujours 2 réussites qui ont été obtenues.
Donc, l'archétype possède en lui-même des petits mécanismes, des petites options qu'on verra sûrement un peu plus tard. Un des éléments qui est aussi fondateur de la mécanique, c'est ce qu'on appelle les paradigmes. Les paradigmes, en fait, c'est la connaissance qu'un personnage a de son histoire, de son environnement, de la situation du monde et des secrets du monde. C'est un espèce d'équilibre un peu métaphysique que le personnage peut avoir au fur et à mesure qu'il va progresser, qu'il va connaître des choses, se souvenir de son passé. Il va avoir en fait une maîtrise de son environnement et de la réalité qui l'entoure. Et à partir de ce moment-là, en fait, il va avoir la possibilité de remplacer le seuil de 2, donc d'où ce schéma sur la base, sur la feuille de personnage, avec cette magnifique petite flèche qui va vers le seuil de 2. Je vais peut-être... Voilà. Donc là, nous avons les paradigmes, nous avons la petite flèche qui va au seuil de 2. Et donc, plus je vais connaître mon personnage, plus mon personnage va connaître ses vies passées, plus il va connaître les secrets du monde, et plus en fait il va pouvoir débloquer des paradigmes qui sont spécifiques, qui sont représentatifs de l'univers d'Imperium. D'accord ? Et quand il va faire un certain nombre d'actions, eh bien, hop, je te souhaite une bonne soirée, Ectelion, et t'hésiteras pas à retourner sur la chaîne YouTube, tu verras en fait la suite des explications. Et donc, je peux arguer, après avoir lancé les dés, et je peux dire au meneur, voilà, je suis en train de séduire quelqu'un, je considère que c'est de l'humanité, et donc je vais remplacer le 3, enfin le 2 du seuil par le 3 d'humanité. Et je vais cocher la case humanité. Ce qui fait que si je regarde mes dés, les dés que j'ai lancés, je reviens dessus, je peux voir que maintenant, vu que j'ai remplacé mon seuil, tout succès égal ou inférieur à humanité, c'est-à-dire à 3, devient un succès. Et donc j'obtiens en fait 4 succès dans ce cas précis. Et donc là, je vais pouvoir en fait avoir une meilleure maîtrise de la scène et totalement contrôler ce que comment on appelle ça, ce que mon adversaire va faire ou développer en fait mes objectifs. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions? Je vais vous laisser un petit peu voir. Hop là. Je vais attendre un petit peu vos questions et en attendant, je vais retourner chez notre ami Geyser qui avance en fait sur une des planches. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la genèse de cette planche et du moins de ces 2 premiers dessins? C'est la genèse de cette planche, c'est à la base on avait discuté donc de tous les deux enfin c'est surtout toi qui m'avais dit ce que tu voulais comme idée pour raconter l'histoire de l'archidiacre. Tu m'as écrit un petit pitch textuel sur lequel je me suis basé pour commencer à faire quelques petits croquis. À partir de ces petits croquis-là, on a rediscuté de l'ambiance, du personnage, des petits détails à droite à gauche, pour essayer de rendre le tout le plus cohérent possible par rapport à la vision que tu avais de cette séquence. Et puis que je puisse, moi, me faire une idée précise de la vision que tu as, justement. Et donc, on en est arrivé à faire donc ce petit storyboard qu'on voit ici en grisé là. Je sais pas si je peux le mettre plus fort hein, pour.
Donc ce storyboard-là, donc de la première page. Et puis à partir de là, c'était OK. Et donc maintenant, je vais mettre ce storyboard là au propre entre guillemets, D'accord. et donc en faire la page définitive en noir et blanc Ok. dans un premier temps. Et puis voilà. Donc je reviens dessiner par-dessus ce storyboard là pour apporter de la finesse et puis rendre les choses un peu plus compréhensibles, quoi, que D'accord. des gribouillis du storyboard. Et là, je vois que tu utilises Photoshop. Est-ce que tu dessines toujours sur Photoshop ou J'ai dessiné à une époque, j'ai fait une BD sur Manga Studio avec un autre logiciel qui est spécifique pour les mangas, les comics et compagnie. D'accord. Mais je suis revenu parce il a des outils pour simplifier la gestion des 40. Enfin, tu vois, une BD franco-belge, par exemple, c'est 46 pages. Tu as des outils pour que tous tes fichiers soient ensemble, etc. Enfin, que ça fasse enfin, que ça te simplifie un petit peu la vie. Mais bon, au final, plus à l'aise personnellement sur Photoshop. Donc, je suis revenu sur du Photoshop pour tout faire, en fait, quoi. D'accord, ok. Même le Très bien. lettrage et tout, je fais tout sur Photoshop. C'est assez généraliste pour pouvoir se le permettre. D'accord. On va continuer un petit peu sur les règles. C'est ce qu'on pourrait appeler les règles un peu avancées. On est toujours en fait sur ce qu'on appelle l'extension 1 des règles. Donc on a pu voir en fait l'archétype, on a vu les paradigmes. Donc pour finaliser et finir les paradigmes, en général il y a un mot, une phrase un peu magique que les joueurs doivent dire. C'est en fait, grosso modo, je plie la réalité à ma volonté et j'utilise humanité. Et donc ça veut dire qu'en fait le joueur évidemment a besoin de remplacer le seuil par un des paradigmes qu'il a choisi et qui correspond à la scène qu'il est en train de jouer et aux objectifs qu'il euh, qu'il souhaite atteindre. Donc, ça nous mène ça nous mène à cette fameuse table, puisqu'en fait, plus on génère de succès et plus on a un espèce de temps de parole. Donc là, on revient à la discussion. Euh, Bonjour Kaboula. Pas de problème, ce sera rediffusé sur YouTube et tu pourras le revoir sur Twitch aussi. Donc là, en fait, très rapidement, nous avons vu en fait les basiques des règles, c'est-à-dire qu'en fait comment composer sa main, comment lancer les dés, comment comparer les dés au seuil. Chaque réussite étant un dé qui a fait 2 ou moins. Et chaque réussite, c'est un temps de parole, une expression, un temps d'action que le personnage a et que le joueur va jouer. Voilà, tout simplement. Et puis ensuite, nous avons parlé de ce qu'on appelle les paradigmes. Les paradigmes sont des éléments qui vont permettre de remplacer le seuil s'ils sont en corrélation avec l'action qui est entreprise. Donc je souhaite sauver quelqu'un, je vais utiliser humanité, et le rang d'humanité, le 3, vient remplacer mon seuil de 2, ce qui fait que tout succès égal ou inférieur à 3 devient un succès. Et nous avons parlé aussi en fait de la notion d'archétype. Cette notion d'archétype, elle est extrêmement simple. Si on considère que l'action entreprise correspond à l'archétype, à ce que sait faire le personnage, il obtient un dé supplémentaire. Donc voilà, donc là j'ai résumé un petit peu, tu pourras revoir sans aucune difficulté la vidéo. Et donc, une fois que tu as obtenu tes succès, donc un succès, comme je le disais, c'est véritablement un temps de parole, un échange, une question qu'on pose, et on peut se référer en fait à ce tableau qui se trouve dans la feuille d'aide. Et ce tableau va vous permettre en fait de savoir comment dépenser vos unités narratives, c'est-à-dire vos succès, au-delà du premier. J'obtiens 2 succès. Le premier succès va me dire tout simplement, tu as atteint ton objectif, d'accord.
Et les succès supplémentaires sont appelés des unités narratives, et ces succès supplémentaires vont vous permettre d'étendre l'objectif initial de votre intention initiale. Donc ça peut être, par exemple, je vais poser une question au meneur, donc on va les voir un petit peu ensemble. Je reprends toujours le même exemple. Je suis face à cette personne que j'ai réussi à un petit peu perturber. Et là, bah, potentiellement, j'ai envie de savoir à quel impérium elle appartient, ou plutôt à quelle organisation précise, quel service d'un impérium elle appartient. Donc, je vais tout simplement poser la question au meneur. D'accord. Et donc, je vais consommer mon unité narrative. Je peux introduire un protagoniste ou un élément du background. Donc, toujours pareil, je suis face à cette personne, elle a été troublée, et là, je fais intervenir un élément que je vais pouvoir utiliser peut-être plus tard, ou que je vais utiliser tout de suite. Ça peut être un comment on appelle ça, un homme de la sécurité qui va venir, et je vais dire, voilà, il y a un homme de la sécurité qui arrive, qui voit qu'il y a un petit peu de grabuge, et il commence à isoler les personnes, ce qui fait que je me retrouve tout seul avec, avec la personne sur lequel je veux enquêter. D'accord. Je peux modifier légèrement la scène. Donc c'est pareil, c'est la possibilité de dire, bah, en fait, elle était déjà isolée, et ce qui fait que j'ai pas besoin de l'isoler à nouveau. Ou bien je modifie en fait un tout petit peu ce que le meneur a décrit précédemment, ou je le complète. D'accord. Et puis bah, c'est narré. Narré, c'est un résumé de tout ça. C'est en fait, n'hésitez pas à prendre le temps d'expliquer au meneur et à la table en fait ce qui se passe. Et c'est, on va dire, 30 secondes, une minute de temps de parole. D'accord. Ensuite, nous avons les aides. Hop là. Donc, on a aider la table et ajouter à la source. Donc, ajouter à la source, on va le mettre de côté. Aider la table, bah, c'est tout simplement dire, bah, j'ai obtenu des succès, j'ai réussi mon action, j'ai encore des succès, je n'ai pas envie de les dépenser, je vais rentrer dans une synergie et je vais fournir ces succès à la table. Ce qui fait que les prochains joueurs, joueuses qui vont interpréter des rôles ou créer leurs propres actions, ils vont pouvoir en fait prendre ces aides et les transformer en dés. Voilà. Donc je vais pouvoir prendre une aide que m'a déposé un joueur ou une joueuse précédemment, et ça va me donner un dé supplémentaire qui va venir se rajouter à mon pool. Donc c'est aussi un moyen en fait de garder une espèce de synergie et de propager cette espèce euh, d'action dans l'action, et d'aider les autres joueurs. Les trois consommations d'unités narratives qui sont décrites sont beaucoup plus concrets, extrêmement, on va dire, dans la mécanique pure. Donc c'est en général dans Imperium, quand on agit sur quelqu'un, on agit sur une personne, et on agit sur une superficie très limitée et dans un temps donné. Et donc si je veux accélérer les choses, si je veux agir sur 2, 3 personnes ou plus, si je veux agir sur une salle entière, à ce moment-là, en fait, mes unités narratives vont me permettre d'étendre ma manière d'agir. Donc imaginons en fait que je dois convaincre 3 ou 4 personnes qui sont en train de m'écouter. À ce moment-là, en fait, je vais utiliser mon unité narrative, c'est-à-dire mon succès supplémentaire, pour affecter plusieurs cibles. Et donc à ce moment-là, en fait, je vais affecter et je vais réussir à convaincre 1, 2, 3 personnes supplémentaires. D'accord. J'ai envie de couper l'électricité, et que l'électricité soit coupée dans l'ensemble du musée. À ce moment-là, bah, je vais pouvoir affecter une plus grande zone d'effet. Et donc là, c'est pareil, je vais pouvoir en fait couper l'électricité sur des zones beaucoup plus importantes par unité narrative. Si la condition initiale était la rapidité, c'est-à-dire qu'en fait le meneur vous mettait dans une situation où il vous disait, vous faites un succès, vous réussissez en une dizaine de minutes, par contre
il peut y avoir des gens qui peuvent intervenir, qui peuvent vous surveiller, le drone de surveillance, ou dans l'onde, il y a une espèce de rotation qui passe toutes les 7-8 minutes. Bah, potentiellement, vous allez pouvoir utiliser en fait un succès supplémentaire pour réduire votre temps d'action, afin que le hacking que vous êtes en train de faire, ou l'action discrète que vous souhaitez faire, se fasse en 5 minutes, en 4 minutes, en 3 minutes, en 2 minutes, ce qui vous laisse énormément de temps pour ensuite, pourquoi pas, ressortir, refermer, tout en restant extrêmement discret et en n'ayant pas été observé. C'est aussi le cas, par exemple, qu'on voit ou qu'on a vu assez souvent dans Star Trek, avec le capitaine Kirk qui dit à Scotty, Scotty dit il me faudra 48 heures pour réparer les moteurs, et Captain Kirk lui dit non, vous n'avez que 24 heures, ou que vous n'avez que 12 heures. Voilà. Donc à partir de là, en fait, on a le même postulat, c'est-à-dire qu'en fait, pour réparer, il pourrait le réparer, mais ça prendrait 24 heures, et donc ça aurait des conséquences. Et par succès supplémentaire que Scotty va faire, il va pouvoir réduire sa vitesse d'exécution. D'accord ? Et les deux derniers, on va les bypasser pour l'instant, on va les mettre de côté parce qu'ils concernent en fait la notion d'intensité. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ces informations-là, sur ce bloc de règles-là, ou potentiellement sur d'autres règles qui concernent Imperium? N'hésitez pas. Je vais vous remettre le travail de Geyser. Tac. Donc là, je vois que tu es en train de travailler sur ce pauvre archidiacre. Exactement. Donc cet archidiacre, semble-t-il, a des soucis. Apparemment, peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, il est en train de se réveiller. Voilà, grosso modo. D'accord. Je ne sais pas ce qu'on a le droit de dire, donc je te laisse éventuellement décrire ce que l'on peut décrire, mais est-ce que tu veux faire passer comme information? Alors, on peut décrire pas mal de petites choses. Alors déjà, visiblement, il y a tout un immeuble qui a l'air de lui être tombé dessus. Il a Ouais, des en partie. débris, il semble être blessé. Et donc, l'archidiacre, pour ceux qui connaissent un petit peu, qui ont lu un petit peu le background, n'a pas de souvenir de ce qui s'est passé avant le crash quantique. Comme la plupart des gens, à part les nobles, il n'a de souvenir que ce qu'il a pu lire quelque part. Et son plus vieux souvenir, c'est son réveil. Son réveil qui semble être un petit peu douloureux. Et donc on peut voir que sur la 3e planche, il y a son nom. Voilà. 3e case. 3e case, pardon, C'est pas excuse-moi. de souci. Ça Non, y il n'y est, a pas de problème. je me fais taper dessus Non, par. non, 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 je ne me voilà. permettrai Donc c'est la pas. 3e case, effectivement. Il y a son nom. Donc, comme tout un chacun, après le crash quantique, il a perdu la mémoire, et il a la chance d'avoir cette espèce de médaillon, sur lequel il y a son identité. Voilà. Je vais poursuivre concernant les règles. On va aborder une partie des règles, et puis ensuite on va s'arrêter là. Donc cette partie en fait va nous permettre d'introduire deux notions, ce qu'on appelle les dés mixtes, c'est-à-dire les dés qui interagissent avec le joueur et le meneur. Donc c'est les dés d'entropie. Donc les dés d'entropie, c'est le seul dé qui a le dé dans votre main qui a une couleur rouge. Et ensuite, nous avons les dés de meneur. Donc les dés de meneur, pareil, ils peuvent avoir des couleurs différentes, peu importe. Mais ils doivent être distincts de vos dés, de vos dés principaux, de vos dés de joueurs. Qu'est-ce qu'un
dé d'entropie. Donc un dé d'entropie, c'est un dé qui va en fait vous bousculer un petit peu. Il est là pour modifier un petit peu la routine. Alors déjà dans Imperium, la routine elle peut s'installer, comme dans tout système. Plus difficilement peut-être que dans d'autres systèmes, mais elle peut s'installer. Et donc le dé d'entropie, c'est un dé en fait où vous avez besoin en fait de réagir, de surréagir dessus. Ces valeurs sont extrêmement simples en fait. Si le dé d'entropie obtient un 1, c'est un bon présage pour votre personnage. Et donc ça peut un peu changer la nature de la scène en votre faveur. Et si le dé d'entropie obtient un 8, c'est un mauvais présage. Et en général, en fait, ça change la nature de la scène en votre défaveur. L'interprétation du dé d'entropie va dépendre en fait de l'expérience de la table à jouer Imperial. Le bon et le mauvais présage pour des joueurs expérimentés d'Imperium ou des joueurs, on va dire, qui ont de la facilité à s'exprimer et qui sont habitués au narrativisme, peut être embarqué par le joueur. Le joueur peut décrire le bon présage et le mauvais présage. Les présages sont plus ou moins quantifiés pour éviter que le joueur ou que le meneur en fait ne fasse trop n'exprime trop de choses ou ne bouleverse trop la scène. D'accord. On verra, je pense, la semaine prochaine à quoi correspondent en fait cette quantification du bon et du mauvais présage. Donc, dans un premier temps, ce que je vous suggère, c'est que le bon présage, ce soit le joueur qui le maîtrise, et le meneur peut l'aider. D'accord. Et le mauvais présage, c'est le meneur qui va le maîtriser, et potentiellement le joueur peut suggérer des choses qui lui tombent sur la tête. Un bon présage et un mauvais présage, je les ai déjà testés en jeu. Ils peuvent totalement bouleverser bouleverser une scène, bouleverser un scénario. Voilà. Donc, mais ça dépend vraiment en fait de votre facilité à narrer et votre compréhension de la mécanique dans Imperium 5. D'accord. Le dé de meneur, ce sont des dés de tension. Ce sont des dés de narration pour le meneur. C'est des dés d'intervention dans la narration du joueur pour le meneur. Donc le meneur, en fait, va dans une scène qui est un peu tendue, dans une scène où il y a un protagoniste qui a une certaine assurance, va imposer plutôt, aux joueurs d'utiliser des dés de différentes couleurs qui vont venir soit se rajouter au pool de dés que le joueur doit lancer, soit que le meneur va lancer lui-même, mais devant le joueur. D'accord. Ces dés de meneur, donc ils sont en général entre 0 et 6 dés. Donc potentiellement, s'il n'y a aucune tension, s'il n'y a pas de risque trop important, ou que le meneur n'a pas envie de rentrer dans la narration du joueur, il va lui proposer donc 0 dés, évidemment. Et si la tension est extrême, à ce moment-là, ou que le protagoniste est extrêmement puissant, et donc obligatoirement ça sous-tend une tension dans la scène, à ce moment-là, en fait, le niveau du protagoniste va déterminer le nombre de dés en plus, de dés de meneur en plus que le meneur va donner, de dés de réalité en plus que le meneur va donner. Petite règle un petit peu optionnelle, ce sera à vous de voir. Potentiellement, le joueur peut de lui-même augmenter la tension dans la scène. Et donc le joueur peut décider de rajouter un dé de réalité à sa scène. D'accord. Donc les dés de meneur, c'est très simple, ils sont obligatoirement d'une couleur un peu différente. Ils peuvent être donnés aux joueurs pour qu'ils soient lancés en même temps que les autres dés, ou ils peuvent être lancés par le meneur, mais ils doivent être lancés devant tous les joueurs.
D'accord? Comment on interprète les dés de réalité? Les dés de réalité, c'est extrêmement simple. Ils sont interprétés de la même manière que les autres dés, c'est-à-dire qu'en fait, 2 ou moins sont des réussites. D'accord? Donc, si je lance mes dés de réalité, j'obtiens un 2, c'est une unité de narration pour moi meneur. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ça n'empêche pas le joueur de réussir, ou la joueuse de réussir, mais par contre, je vais pouvoir mettre mon grain de sel. Donc là, j'ai fait un succès, je vais avoir en fait un temps pour décrire quelque chose. Et ça suit exactement les mêmes règles que les règles de succès du joueur. Donc potentiellement, on part du principe que Calista a réussi à isoler la personne et à lui voler ses clés. J'ai obtenu un succès du côté de mes dés de réalité. Je vais dire au joueur, bah en fait, il y a une caméra qui a tout de même réussi à te filmer. Qu'est-ce que ça implique? Pour l'instant, je peux le laisser en suspens, mais au moins le joueur est prévenu qu'il y a quelque chose de plutôt négatif qui s'est passé. Et les conséquences peuvent se payer un petit peu plus tard. D'accord? Ou potentiellement, une personne de la sécurité s'est rendu compte du larcin et se dirige un peu fâché vers Calista, tout en sortant une arme pour mettre hors service Calista. Voilà. Donc c'est des choses qui sont à gérer, c'est un temps de parole que vous maîtrisez, et c'est géré de façon identique à un succès de joueur classique. Donc voilà pour les dés d'entropie et les dés de réalité. Donc, dernière petite chose, les protagonistes sont caractérisés par un niveau. Le niveau va de 0 à 6, 6+. Et donc potentiellement, quand un protagoniste arrive dans la scène, en fait, son niveau va déterminer le nombre de dés qui vont venir se rajouter. Si la scène était déjà tendue, que dans la scène il y avait déjà un dé de réalité, et qu'un protagoniste assez important arrive et qu'il est de niveau 2, et ben en fait, quand on va interagir dans la scène, uniquement dans la scène, et ben, le joueur qui interagit rajoutera un dé de réalité, et le joueur ou la joueuse qui va interagir dans la scène face à ce protagoniste, bah elle ou lui auront 3 dés à lancer. D'accord? Hop là. Donc, voilà, ça c'est pour les règles un petit peu étendues. On va laisser décanter ça et je vais attendre en fait un petit peu vos réactions. Donc les réactions, vous n'hésitez pas sur le Discord, en commentaire YouTube ou directement ici sur Twitch si vous souhaitez plus d'informations, plus de compléments. Vous n'hésitez pas à les poser. On va faire un dernier petit tour auprès de notre cher ami Geyser pour regarder un petit peu où est-ce qu'il en est. Visiblement, notre cher ami Ça avance. l'archidiacre visiblement a regardé sa main, il a vu son médaillon, et là on est sur la 4e case, terme technique Au moins, ouais, c'est sûr. que je ne viens pas d'apprendre. Non. Je connaissais tout de même un peu. Mais que tu maîtrises maintenant, il n'y a pas de problème. Que je maîtrise, exactement. Ouais, c'est clair. Je vais te poser une question, je connais la réponse. Ouais. Est-ce que tu as déjà joué à Imperium? Ah eh ben non. Absolument pas. Et est-ce que tu souhaiterais jouer à Imperium? Eh ben écoute, ce serait avec grand plaisir, mais après moi je fais partie de la catégorie de ces joueurs qui sont chiants à tenir à la table, hein, donc c'est comme tu veux. Ah, mais j'adore ce genre de joueur. J'avais alors la proposition, je pense, on vous tiendra au courant hein,
quand Geyser participera. Ce sera toujours très croustillant. On vous fera des débriefs. J'avais une question. Comment tu as appréhendé Imperium la première fois où tu en as entendu parler? J'ai rien Qu'est-ce- compris. Tu n'as rien compris. Très J'ai bien. rien compris. Ok. Du tout. Bah alors, qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de... Alors, c'est que moi c'est pas que j'ai rien compris, c'est que grosso modo l'univers ne m'échappait complètement. J'ai pas quand j'ai lu les premiers textes que tu m'as envoyés, etc. J'ai trouvé ça hyper épique, grandiloquent, etc. Mais à tel point que j'étais un petit peu débordé, on va dire, enfin dépassé plutôt, je veux dire. Et, euh, et je comprenais pas tout en fait. Sincèrement, j'ai pas tout compris. J'arrivais pas à me représenter certaines choses. Il a fallu que tu m'expliques les boucliers là. Enfin, par exemple, on a eu une conversation là-dessus pour que je puisse essayer de les appréhender et puis pour pouvoir les dessiner. C'est un exemple. Tout ce qui est crash quantique, les nobles et leurs machines, enfin bref, etc. Quoi. Euh, Ça fait toujours que pour moi, Imperium, c'est un mystère en fait. C'est des trucs je me dis, ah, putain, mais comment ça marche ce machin, d'où ça vient et je comprends pas forcément tout, mais ça me donne toujours, il y a toujours cette part de mystère qui me donne envie d'en connaître plus. Après, moi, je suis pas du tout master, je suis que joueur. Du coup, c'est vrai que j'ai ce petit réflexe de pas forcément vouloir bah, tu vois, j'ai pas le bouquin Imperium pour l'instant, enfin le kit d'initiation. Je préfère mille fois le découvrir en partie, tout simplement, être guidé par un master. Et, euh, et voilà, donc pour moi, l'univers d'Imperium, c'est un univers assez fascinant, mais qui est un peu opaque sur certaines choses. Euh, et, euh, et ouais, rien que appréhender moi je suis très visuel comme mec, enfin bon voilà, je suis dessinateur donc Ouais. je suis assez visuel. Appréhender un crash quantique, mon cerveau bug un peu sur certains trucs. Et c'est ça qui est génial, en fait, aussi, quelque part, quoi. Et c'est ça qui est hyper intéressant parce que ça donne envie d'en savoir plus de ça. Bah, bien sûr, d'où ça vient, qu'est-ce que ça peut engendrer, est-ce qu'il y a moyen d'en refaire un? Enfin, bref, des questions dans ce genre qui sont. Est-ce qu'il y a moyen de maîtriser ces technologies du crash quantique? Je sais pas, ça peut être très intéressant pour un personnage. Ce genre de truc. Enfin bon, après, c'est peut-être complètement délirant, j'en sais rien. Mais voilà, Ce n'est jamais Imperium. délirant. Ouais, mais Imperium, c'est un peu ça pour moi. D'accord. C'est un truc qui me dépasse, mais qui m'attire en même temps, quoi. D'accord. Je vais te proposer juste une dernière chose et après on va se quitter. Tu as réalisé dans le cadre d'un petit concours que j'ai lancé avec les différents dessinateurs, tu as travaillé en fait sur une Valkyrie. Ouais, Je vais la montrer. Donc, avec plaisir. cette magnifique Valkyrie, en fait, maintenant il y en a quatre. Et elles vont être totalement intégrées dans l'univers d'Imperium. On va leur construire une histoire, des relations avec les autres, les autres organisations, les factions, etc. Et évidemment, construire un groupe de petits secrets autour d'elles. Euh, Toi, de ton côté, est-ce que tu pourrais nous parler un peu, alors, si tu peux inventer des choses, en fait, qui est cette Valkyrie pour toi? Celle que tu as Hum. dessinée, donc elle est là, tout le monde peut la voir. Est-ce que tu peux nous raconter un peu bah, comment tu l'as imaginé, si tu connais son prénom, je ne sais pas.
C'est surtout qu'à la base, tu m'avais demandé une dédicace sur papier en fait. Donc moi je travaille vachement en ce moment tout le temps en numérique. Et donc du coup, rien que retravailler sur papier, déjà c'est hyper agréable. Et j'adore ça. Enfin, c'est un peu la base du dessin. J'ai appris le dessin comme ça. Donc déjà merci pour m'avoir permis de rebosser sur papier comme ça. Et puis après, donc cette Valkyrie, euh, moi j'ai tout de suite imaginé en plus peut-être en mode un petit peu assassin, une sorte d'assassin. Je sais pas si c'est vraiment une assassin ou pas, mais genre une personne qui se la joue plutôt discrète, plutôt agile, et pas forcément pas forcément à la Viking, bourrin et compagnie quoi. Plutôt comme ça, d'où les petites ailes pseudo-holographiques là qui lui permettent de se déplacer, de planer discrètement. Je l'imaginais tout de suite plutôt avec une armure pas intégrale, etc., en combi. Donc voilà. Ok. Je suis parti plutôt là-dessus. Et bien sûr, plus une personne qui évoluera au-dessus des immeubles plutôt qu'en dessous, quoi. D'accord, ok. Est-ce que tu as une idée de la technologie qui permette à ces ailes de se déployer? Visiblement, en Alors, fait, il y a des espèces de condensateurs derrière qui ont l'air ouais, de générer ouais, des champs de je pense que force, de ouais, l'antigravitation. voilà, ça doit être un truc magnétique ou je sais pas quoi qui permet de tenir ces ailes qui sont générées d'une sorte de. Ouais, faudrait demander à un noble, je pense, hein, ça, D'accord, ok. pour que ça Ah, puisse. ok. Parce que tu penses que potentiellement, elle est liée à un noble. En tout cas, son équipement est clairement fourni par quelqu'un d'extrêmement puissant. Ça, c'est clair et net. D'accord, Il y a aucun doute là-dessus. Et elle évolue, moi j'ai toujours dit, hein, elle évolue en haut des immeubles et pas en bas, hein. d'accord, Et dans tous les sens du terme, je pense. d'accord. Alors, je vois qu'elle a un armement qui a l'air d'être plutôt léger, Mhm. mais je présume qu'elle n'en est pas moins mortelle. Elle n'a pas besoin Euh, de plus, hein, pour ok, moi. d'accord. Je Donc, pense que c'est elle a une déjà. arme blanche, entre guillemets, qu'on Ouais, voit dans sa main droite, et elle semble avoir un pistolet. voilà. Et D'accord, après, peut-être que ses ailes aussi lui servent d'arme, on ne sait pas, hein. Il faudrait que tu essayes de mettre ta main dessus, on verra le résultat. ouais, je vais pas tenter. Voilà, Franchement, je vais donc pas peut-être tenter. qu'elle peut s'en servir assez facilement. Et puis, c'est une Valkyrie, hein, le corps à corps, c'est sa première nature, hein, D'accord, quoi qu'il ok. arrive. Gézer, merci encore. Merci à toi. Si je rappelle un petit peu les choses, il y a la BD Démoniste qui est en cours de création pour le deuxième, Eh ben, il est fini le le deuxième tome. deuxième. C'est juste que faut la fabrique. Là, c'est la fabrication en fait. Et on envoie le fichier final à l'imprimeur et puis il s'en D'accord, occupe, quoi. Ça y est. d'accord. Donc les gens peuvent retrouver le premier volume et très bientôt ils vont avoir le deuxième volume. Et donc pour Noël, ça peut être de très beaux Voilà. cadeaux, je Et pense. ça fait une histoire complète. Ça aussi, c'est intéressant. D'accord, ok. Bah, Donc, voilà. c'est très bien. Eh bien, bah, je pense qu'on se retrouvera un petit peu dans nos lives pour raconter des histoires autour des différents personnages que tu vas dessiner, ou les Avec BD plaisir. que tu vas dessiner pour Imperium, pour avoir ton point de Carrément. vue. Ouais, ouais, Et carrément. Bah puis, après, je sais pas si c'est le point de vue le plus intéressant, hein, pour les gens, mais en tout cas, ce sera un point de vue, hein, ça c'est clair. c'est toujours très intéressant de voir en fait ce que toi tu as pu imaginer en tant qu'illustrateur pour transmettre en fait, pour visualiser quelque chose. Donc je pense que Ouais, ce sera toujours intéressant. Et puis, on se retrouvera pour la suite des règles très prochainement, logiquement dans 2 semaines. Vous pouvez poser vos questions sur le Discord et en commentaire YouTube. Je répondrai à toutes vos questions. Et si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à m'envoyer des emails aussi. Voilà, je suis disponible. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et à la semaine prochaine.